Sur le 3R Pack Solutions. Nous allons pendant ces 3 jours vous présenter ce que je qualifierais de l'embryon des emballages du 21e siècle, en tout cas des emballages qui cochent 1, 2, voire des fois 3 cases des 3R. Le R de recycler, recyclable, le R de réduction qui existe depuis longtemps puisque c'est une obligation réglementaire, et le R du réemploi ou de la réutilisation. Nous allons démarrer par la réutilisation et je vais appeler Olivier de Kérimel de chez Berny. Alors Berny, qui est Berny? Je dirais que, on ne va pas dire que c'est l'inventeur, mais en tout cas c'est vraiment le démocratiseur le booster de la barquette en inox, de l'inox dans le réemploi. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Alors, qu'est-ce que Berny et quelle est cette étrange chose, cette barquette, qu'on est d'ailleurs, je crois, à la 2e version? Est-ce que tu peux nous la présenter en 2 mots? Donc cette barquette, c'est une barquette en inox réemployable. Donc on a conçu cette barquette en inox pour remplacer les barquettes plastiques jetables. Et donc le principe, c'est cette barquette va faire plusieurs cycles. Et donc nous, on s'occupe aussi de récupérer cette barquette et de la faire... Alors quand on dit plusieurs cycles déjà, c'est combien? C'est au moins 100 cycles. Au moins 100 cycles. Techniquement, elles peuvent faire 100 cycles. Elles résistent à 100 cycles. Alors, cette barquette en inox, parce qu'on connaît dans le réemploi, on connaît beaucoup le verre. Pourquoi avoir choisi l'inox? L'inox par rapport à du verre ou par rapport à du plastique? Pourquoi l'inox? Alors nous, on a choisi l'inox parce que c'était une problématique de la part des industriels de l'agroalimentaire. Ils avaient ce besoin d'avoir quelque chose de non cassable et de moins dangereux en quelque sorte, moins risqué que le verre. Et donc on est parti sur l'inox pour cette raison-là et aussi pour des questions de légèreté et de résistance. Et donc le seul point noir qu'on avait avec l'inox, c'était la micro-ondabilité qu'on a réussi à relever. Donc ces barquettes passent au micro-ondes maintenant. Elle passe au micro-ondes et le consommateur ose y aller ou il a encore des réticences? Il y a encore des réticences, évidemment. Oui, il y a écrit. Mais par contre, est-ce que les metteurs en marché, les industriels, n'ont pas un peu de réticence avec l'acier et acier inox pour leur spécialité agroalimentaire? Pour l'inox, non, il n'y a pas trop de réticence à passer à l'inox parce que c'est un matériau qu'ils maîtrisent bien puisque toutes leurs lignes sont déjà en inox. Oui. Et donc, non, l'inox, il y a peut-être un sujet sur les lignes avec la détection de métaux. C'est tout. Oui, je dis en effet souvent en réemploi que en fait, une usine agroalimentaire, c'est beaucoup de tuyaux en inox et beaucoup de cuves en inox de préparation. Et donc, il n'y a finalement pas vraiment de rupture de matériaux. Alors, un emballage, ce qui caractérise un emballage, je le dis dans beaucoup de mes livres, c'est quand même que ça se ferme et ça s'ouvre. Alors, on ferme comment un emballage en inox et pour garantir la sécurité, la conservation de ce qu'il contient. Donc nous, on a fait le choix de ne pas utiliser de couvercle parce que c'était aussi une contrainte de la part des industriels de l'agro de pouvoir conditionner des choses de manière très hermétique et protéger le produit, évidemment, ce qui est très compliqué qu'un couvercle. Donc on est parti sur des solutions industrielles d'operculage. Donc là, on a une barquette qui est operculée avec un film plastique. Donc operculé, c'est comme un petit peu comme les barquettes plastiques. Comme les barquettes plastiques. Voilà. Donc il y a encore une part de jetable, malheureusement, mais c'est indispensable justement pour pouvoir garantir la sécurité du produit. Donc ça, c'est l'operculage. On a une solution très simple qui est le flow pack. Le flow pack, donc c'est un film rétractable plutôt. Entouré de plastique. Et alors ça, c'est vraiment étonnant. Et le skin. Voilà. Le skin. Alors, on arrive à skiner, vous vous rendez compte, aujourd'hui, finalement, on arrive à faire, avec une barquette en inox, tout ce qu'on faisait avec le plastique. Et alors, le problème derrière, c'est de le nettoyer. Est-ce que je peux l'ouvrir? Bon, je vais lui en massacrer une. Alors, voilà, j'avais demandé un micro comme ça, mais bon, je vais essayer de faire ça avec, tu vas me la tenir. Voilà. Ah ben ça, effectivement, ça ne... Bon. Toujours le petit accident en l'ouvrant, mais ça laisse pas de traces, si quelques-unes. Donc, est-ce que pour le nettoyage, après, comment ça fonctionne bien, ça sent... C'était toute la complexité de l'operculage sur l'inox, c'était de ne pas laisser de résidus de plastique ou de colle pour faciliter le lavage.
Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de recherches sur les films, sur l'operculage, Oui. pour pouvoir atteindre justement cette qualité d'operculage qui évite les résidus. Oui, parce que là, bon, là, il y en a un petit peu. Alors, le consommateur, il fait quoi quand il a ça? D'abord, j'ai été, comme j'essaie tout, hein, depuis 20 ans, tous mes analyses emballage, en fait, quand on voit, c'est mes doigts. Je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir, de toucher. Et j'ai été en acheter. J'ai vu quand même 2 euros le prix de la consigne. Ça pique un peu en ces périodes, non? Oui, c'est vrai. 2 euros, malheureusement, c'est un emballage en inox qui a un certain coût. Et donc 2 euros, nous, on a trouvé ce compromis-là de 2 euros qui incite le consommateur à le rapporter sans que ça le freine à acheter le produit. Et le consommateur les rapporte à 2 euros, parce que le prix perçu d'un emballage comme ça, il est de bien plus de 2 euros. Enfin, à mon sens, quand je le vois, quand je le touche, là... On a oui, complètement. Quel est le taux de retour? Et sur les taux de retour, on est en moyenne, on va être entre 60%. On a certains magasins qui arrivent à atteindre du 82%, par exemple. Entre 60 et 82, donc il faudrait monter pour que le modèle soit... Pour que le modèle soit vertueux, et pour que cette barquette soit réutilisée 100 fois, il faudrait que ça remonte à combien? Au-delà de 99. Au-delà de 99. Donc, écoutez, les consommateurs, il faut la ramener, quoi. Donc, peut-être, c'est marqué d'ailleurs derrière vos t-shirts, hein. On ne vous reprochera pas toujours de la ramener. Donc, les consommateurs doivent vraiment ramener cette barquette. Alors, mais ça fonctionne comment, là? Donc, je vois, là, il y a marqué contenant consigné et puis un petit... Le QR code, c'est pour la traçabilité. Ça permet juste d'avoir, nous, de notre côté, de piloter vraiment les flux de chaque barquette, avoir la traçabilité de lavage aussi, pouvoir faire un rétrofit si jamais il y a un problème sur une barquette, pour faire un rappel de produit si jamais. C'est juste assurer tout ça, toute la trace à hygiène. Alors, est-ce qu'on peut envisager, chez Berny, ou en tout cas dans le réemploi, je pose une question de Candine, je connais la réponse, mais d'autres contenants en inox que la barquette? On peut faire beaucoup de formes en inox. Après, il faut voir si c'est bien adapté. Faire une bouteille en inox, je pense qu'il vaut mieux passer sur une bouteille en verre. On ne va pas refaire des bouteilles en inox. Et les industriels, donc leur passage sur les lignes, là, parce qu'aujourd'hui, je vois donc dans les magasins, ça se passe un petit peu dans les laboratoires, c'est-à-dire ils font ça à l'intérieur du magasin. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on ait un réemploi de ces barquettes au niveau industriel, c'est-à-dire là pour remplacer ou en tout cas être en complément à de l'usage unique en plastique ou en autres matériaux? Donc en effet, nous on a commencé par couvrir la demande des magasins, donc en grande distribution, donc déjà remplacer ce qui est conditionné sur place en magasin, donc sur leur petit labo de conditionnement. Et la deuxième étape, c'est justement passer à l'étape industrielle et pouvoir conditionner des produits sur ligne industrielle de grandes marques qui vont être vendus dans ces mêmes magasins-là. En tout cas, ces emballages sont vraiment... Et là, comment ça s'appelle? Ces solutions me semblent vraiment être les solutions d'avenir en développement et à vraiment avancer. Je trouve que vous faites un boulot formidable. Vous ouvrez finalement un nouveau monde. Et il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore énormément à faire, je le sais bien, mais on a vu les premières barquettes, je crois, il y a présenté il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a lancé la commercialisation. Il y a 2 ans, c'était operculé, tout juste. Non, c'était Flopaquet, tout juste operculé. Là, aujourd'hui, je vois qu'on fait du skin. En fait, il y a beaucoup de boulot, mais ça avance bien. C'est un outil industriel aussi à mettre en place, parce que faire des emballages en acier, c'est compliqué. Et ça avance bien aussi parce que les équipementiers ont pris le sujet. Donc tous les fabricants de machines, d'operculage ou de skin ont pris le sujet, ont bien compris qu'il y avait le virage du réemploi à prendre. Et donc travaillent aussi et mobilisent leurs équipes R&D sur trouver le nouveau conditionnement de demain sur des barquettes inox. Excellent. Je ne regrette pas d'avoir mis ça dans mes analyses emballage, et aussi vous retrouvez les solutions de Berny, je crois, dans mes 2 bouquins, hein, dans la Révolution 1, dans la Révolution 2. Donc, on te suit et
Et bravo pour... Merci Fabrice. Merci. Merci. Je te les rends parce que tu n'en auras plus. Celle-là, je vais la garder. Alors, deuxième pitch ce matin sur l'espace 3R Pack Solutions au CEFIA. Et donc là, je ne vais pas recevoir une personne, mais je vais recevoir deux personnes. Généomat Thierry Grossetête et Natural Développement Philippe L'Hospital. Bonjour messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous présente Bonjour. Qu'est-ce qu'on nous présente sur ce pitch? Quelque chose d'assez, je trouve, encourageant, on va dire, parce que là, ça montre aussi que on est dans un changement avec des améliorations possibles. Début de l'histoire, on va parler d'une barquette composée en majorité de papier et carton. Pareil, qui peut être, celle-ci est avec un skin, mais elle est très particulière cette barquette et elle coche, on va dire, deux cases, la case réduction, mais aussi en partie la case réemploi, parce que le réemploi n'est pas forcément l'apanage du consommateur et du supermarché, mais il peut être industriel. Alors, qui commence ? Thierry ? Je vais commencer. Donc en fait, l'idée, c'est de réagir autour de la loi AGEC et de 3R. Et je pense qu'on remplit les trois cases qui sont réduction, recyclage et réemploi avec... Et demi, on dira. Et demi. On dira 2 cases et demie, pour être tout à fait juste et pas nous dire qu'on fait dans le... Et avec une quatrième case qui est la communication, qu'on pourra voir après. En tout cas, l'idée, c'est de livrer des barquettes carton à plat chez le conditionneur, avec donc un poids réduit qui est aujourd'hui qu'on estime à plus de 30% vis-à-vis d'une barquette carton avec un liner en surface. Alors c'est intéressant parce que là, vous voyez, je dois avoir une bonne vingtaine de barquettes, donc complètement livrées à plat. Donc gain de place, gain de transport. Pas de colle, pas mis, pas monté. Moins de palettes, Attends, prenez le micro. Oui, alors le gain de place induit aussi moins de palettes. La logistique amont. Moins de conditionnement niveau 2, moins de voilà, de donc carton, ça c'est le premier avantage. Et après, ça marche comment? Moi, je suis industriel, je reçois ça. Moi, j'ai pas une usine de collage et de montage. Enfin, il faut que j'ai une machine parce que là, avec ça, pour l'instant, je mets rien dedans et je ne conserve rien. Alors, le système, lui, il est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va être réemployée et une partie à usage unique, en fait. Là, juste en appuyant, donc, soit à la main, soit par une machine qui va être développée pour le faire, et on obtient la barquette qui va être utilisée dans l'usine, en fait. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est une sorte de moule. C'est une sorte de moule. Un moule à barquette. Exactement. Okay. Exactement. Et le papier va arriver à plat dedans, et une machine va le mettre dedans, le former. C'est ça. Voilà. En fait, pour un supermarché, ça peut être un humain qui va faire ça peut être aussi dans un... mais dans une usine, ça va être une machine. D'accord. En fait, voilà. Et ensuite, ça devient donc l'emballage qui va être utilisable dans l'usine. Pour l'instant, on a développé cette application sur le skin. On va poser le fil. Alors le skin, qu'on comprenne, parce qu'on donne des mots peut-être un petit peu techniques, mais le skin, en fait, c'est un film plastique qui va venir
être posé au-dessus de la barquette. C'est ça. Il va y avoir une aspiration, c'est-à-dire on va faire du sous-vide. On va chasser l'air. Oui. Et le plastique va épouser, c'est ça, la forme du contenu. Oui, et faire comme une seconde peau, en fait. Et la forme de la barquette aussi. Exactement, exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, vous avez vu, cette barquette, il n'y a pas de colle, et le skin va venir aspirer, et il va venir à la fois protéger le produit et à la fois former la barquette. La garder en forme, oui. Et ce qui est important aussi, c'est que cette phase en fait, de mise sous vide, elle est extrêmement contraignante pour un emballage. Si on faisait la même barquette juste en carton, elle ne pourrait pas passer dans cette phase de vide, le carton serait arraché en fait. Et donc cette partie plastique, elle permet de résister à toutes les contraintes en fait, du procédé industriel. Ah voilà, elle tient, voilà. Et alors après, ça s'enlève de cette partie plastique. Oui, il y a une partie qui n'a pas de bloqueur en fait. Et c'est cette partie qui est réutilisable quasiment à l'infini dans le site de conditionnement. Dans le cycle, et puis ça... Voilà. Alors, je suis consommateur, j'ai votre barquette. Donc là, on a fait de la réduction, on a vu, réduction de transport, réduction de poids de matière, etc. Là, on a fait un petit peu de réemploi, mais comme je dis, toutes les machines sont réemployables, on ne les casse pas, etc. Mais bon, il y a quand même il y a quelque chose qui est intéressant. On a fait, finalement, on a une barquette qui est solide, qui fonctionne bien. Donc, pareil, je vais vous demander, est-ce que j'ai le droit de l'ouvrir? Est-ce que j'ai le droit de faire le consommateur? J'ai l'impression que ça allait... Ça ne va pas être évident avec celle-ci, puisque on a des emballages, on a des produits qui ne sont pas super consommables. Ah ouais, non, mais ça, je ne veux pas manger votre œuf. De toute façon, je n'ai pas droit aux œufs. Non, mais vous pouvez faire le test, bien sûr. Voilà, non, mais je vais faire le test. Allez. Thierry, vous me tenez là. Alors vous pouvez faire le test, vous allez voir que vous avez un film quand même qui est bien scellant ici, parce qu'on n'est pas vraiment en easy opening, on travaille dessus. J'ai déjà passé par... Bon, on va pas peut-être aller... Bon, j'ai massacré... Là, on a la solution technique. J'ai massacré, bon, on comprend bien que c'est pas encore complètement... mais bon, en fait, c'est les deux films qui se séparent, parce que là, je vois qu'il y a quand même c'est quoi un liner. Il y a un liner là-dedans, et c'est les deux liners qui se séparent. Oui. Et en fait, on va mettre ça, alors, une fois que c'est ouvert, liner à la poubelle, et ça aussi dans le bac jaune. Oui, exactement. Et en fait, on récupère dans les pulpeurs la fibre. Alors, ce qu'il faut savoir sur le liner, c'est que quand on fabrique une barquette en carton normal, on fabrique le contenant carton. Je mets bien pour qu'on vous entende. Oui, on fabrique le contenant carton et puis on vient mettre un film en le skinant. Oui. Donc on utilise un liner de 100 microns. Nous, comme on vient le coller, ce liner, on peut utiliser un liner de 25 microns. Donc réduction aussi. De toute façon, alors ce qui est intéressant, et pourquoi d'ailleurs j'ai retenu cette solution, parce qu'il y a, encore une fois, bon, la substitution des barquettes carton aux barquettes plastiques a démarré il y a à peu près 3 ans. On a commencé à en voir apparaître au CEFIA, on a commencé à en voir un petit peu se développer. Elles étaient assez pondéreuses et tout le monde disait oui, vous partez d'une barquette plastique extrêmement légère et vous amenez une solution papier-carton qui est très lourde. Là, on voit quand même que finalement, en termes de réduction, il y en a sous la godasse, puisque en fait, vous avez à la fois réduit le papier, vous avez à la fois réduit le plastique, et c'est ce que je dis souvent, la révolution ne se fera pas en un jour, et nous sommes à des solutions qui sont des solutions naissantes et qui ont un grand potentiel de développement, et je trouve ça intéressant, et je trouve aussi vraiment intéressant de montrer que en fait ce n'est pas que l'emballage, c'est-à-dire c'est le process, l'emballage, et c'est en ça que je trouve votre solution intéressante. Oui. Et juste peut-être pour compléter, aujourd'hui on a la gamme plutôt skin que l'on voit ici, on est en train de travailler sur le fresh et on travaille aussi sur la haute barrière. Alors, le fresh que j'ai compris, c'est que vous allez mettre un film d'operculage dessus, et haute barrière plus...
Oui, et il faut qu'on assure la barrière sur les angles, qu'on ait une planéité parfaite sur la lèvre pour qu'il n'y ait pas de risque de fuite, etc. Donc on prévoit ça pour la fin d'année en fait. Hein, voilà. Voilà, ben ça avance et ça avance bien, ça avance dans le bon sens. On avait bien ici coché deux bons R et puis un petit deuxième. Mais encore une fois, il n'y a pas, je le dis, et je n'opposerai jamais rien à rien en emballage, jamais des matériaux par rapport à d'autres matériaux. Il y a besoin de beaucoup de solutions. Il n'y en a pas une forcément meilleure. On ne peut pas être bon partout. Et bravo, Thierry et Philippe. Pardon ? Peut-être juste pour finir oui. sur ce 0,5 R. On a parlé avec Bernie de la difficulté, de la consigne, du taux de retour. L'avantage de ça reste dans l'usine. 100% sont là et à très haute fréquence. Non, mais il y a beaucoup, de toute façon, d'ailleurs, je vais vous faire une confidence. C'est un petit peu le réemploi industriel, ce qui va nous faire atteindre les objectifs ambitieux de réemploi, en tout cas pour démarrer. Il y a beaucoup de choses qui sont réemployables de manière industrielle. On en montrera, hein, on en a ici sur l'espace. Et bien évidemment, ce n'est pas uniquement l'emballage du consommateur, c'est le système emballage au global. Je rappelle qu'il y a énormément de palettes réemployables, hein, comme il y a beaucoup d'emballages réemployables à l'intérieur des usines. En tout cas, bravo et merci à tous les deux pour cet éclairage sur cette innovation qui fait partie de ces pépites du futurs emballages du 21e siècle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Fabrice. Goglio.
et une nouvelle présentation d'emballage sur l'espace 3R Pack Solutions. Et là, je vais appeler Alessandra Tisani de chez Goglio. Voilà, bonjour Alessandra. Je vais lui laisser prendre le micro. Bonjour. Et on va parler du Pillow Up. Donc Pillow, un petit coussin que j'ai sur la table. C'est fait pour dormir? C'est fait pour mettre dans le lit? Ah non, pas. Donc, non, il s'agit d'un emballage souple qui met ensemble toutes les meilleures caractéristiques de l'emballage plat comme on peut dire, d'un coussin plat et d'une poche plate et d'un produit stand-up. Alors, les caractéristiques d'un produit plat, c'est plus pour le transport, pour le stockage? Oui, alors les avantages sont des avantages de transport déjà, parce qu'on arrive à transporter beaucoup plus des poches que... on les met l'une sur l'autre? Oui, une sur l'autre. Et après aussi, quand elles arrivent dans les entrepôts, on a beaucoup plus... ils occupent moins d'espace, bien sûr. Même pour et les après, ranger. même pour les ranger, quand elles sont pleines, on peut les mettre l'une sur l'autre et donc ils occupent moins d'espace. Oui, parce que la particularité d'une poche qui est certes extrêmement allégée, qu'elle soit dans n'importe quel matériau, qui est certes extrêmement allégée, c'est que quand on la transporte debout, comme elle est en général pyramidale, mais une pyramide extrêmement... élancé, en fait, on perd de la place dans les cartons, on perd de la place sur les palettes. Donc là, on perd moins de place. Alors là, je vois qu'il y a une poignée qui facilite les transports. Donc là, c'est plus pour l'utilisateur. L'utilisateur final, parce qu'on est quand même sur un gros format. On n'a pas parlé du matériau de ces poches. Elles sont en quoi? Alors, ces poches, on peut les avoir en monomatériaux, mono PE, par exemple, et mono PP aussi. Pourquoi monomatériaux? Donc pour le recyclage. Pour le recyclage, bien sûr. Et donc, mes bouchons compris les bouchons compris, en mono PE, bien sûr. En mono PE, il peut être recyclé. Et donc la poche, on peut la mettre. Et c'est ça la spécificité, c'est que cette poche, elle a pas de fond plat et finalement, elle tient debout comme un fond plat. Ouais. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, c'est le produit qui fait... qui donne la forme. Qui donne cette forme. Ouais, c'est le produit qui donne la forme à la poche. C'est le produit qui tient la poche debout. Comme ça, même quand on le vide un peu, il reste toujours debout. Et là, donc, on va effectivement donc, cocher la case réduction, qui est plutôt, je dirais, une réduction... de logistique, c'est-à-dire mettre plus de poches dans les cartons de livraison, puisque il faut jamais oublier qu'on s'inscrit dans un système emballage. L'emballage, il n'arrive pas tout seul comme ça, il n'est pas amené, voilà. Et on en met un petit peu plus. Stockage aussi, peut-être à la maison, parce qu'en fait, on peut les mettre dessus, mais surtout utilisation comme n'importe quelle... Et alors, ce que je me posais comme question, parce que je ne l'ai pas ouverte, est-ce que ça marche jusqu'au bout? Si, ça marche jusqu'au bout. Parce que quand ça se vide, ça tient. Ça tient, on a fait des essais, bien sûr, on peut continuer à la vider et la forme a été étudiée pour arriver jusqu'à cet niveau-là. Après, on la vide définitivement et ça sera vidé. Donc, mais ça tient jusqu'à la fin. Alors, j'ai vu que vous faisiez, puisque c'est aussi un emballage que j'ai mis en analyse pour Emballage Magazine, donc c'est de la sauce tomate professionnelle. Il me semble qu'il était plus gros d'ailleurs. Si, on a différents formats. Avec ces formats-là, on peut partir de 1 litre jusqu'à 10 litres. Oui, 1 litre jusqu'à 10 litres. Pourquoi 1 litre? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le produit qui fait tenir la poche debout. Et donc, on est parti de cette essai, à partir de cette quantité qu'on arrive à obtenir ces résultats.
Après, on peut avoir un bouchon, mais on peut avoir aussi un bec verseur si on a l'intention de tout vider. Donc, on élimine. Donc, ça peut fonctionner complètement fonctionner pour la réutilisation, c'est-à-dire être une recharge. Oui. Parce que je rappelle au passage qu'une recharge ne peut pas avoir de bouchon parce qu'elle ne doit pas être utilisable en tant que telle. Et ça, c'est un emballage finalement d'utilisation à usage, ce qu'on appelle un emballage à usage unique. Mais avec une recharge comme ça, effectivement, on voit les avantages que peuvent... Alors, quand je vois des trucs comme ça, moi, je me dis, mais pourquoi ça n'a pas été inventé avant? Ça, je ne sais pas. En effet, bah non. Ça, parce que je finalement, sais pas c'est une grande invention française. Le dog pack, même si c'est un nom, c'est de timonier, c'est une grande invention. Mais bon, il y a du collage, etc. Alors que là, c'est vraiment juste. C'est hyper simple. Quoi. Regardez, c'est vraiment. C'est une poche, quoi. Vous avez juste coupé. C'est juste la forme géométrique qui nous donne la possibilité de l'avoir debout. Après, autre chose importante, on a une seule soudure, alors que normalement, avec un stand-up, on a plusieurs. Plusieurs couches. J'ai envie de dire vulgairement un bout de plastique qui est plié, qui est soudé, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est très important d'avoir une seule soudure pour des monomatériaux, parce que les monomatériaux, ils arrivent à fondre à un certain niveau, plus ou moins, c'est les mêmes. Donc, parce que vous avez quasiment vous n'avez pas de soudure là au bout, là, y a pas... On met juste deux couches qui se soudent ensemble, alors qu'avec un stand-up, on a 4 couches qui se soudent ensemble. Moi, je sais pas, moi j'aime bien, je sais pas ce que vous dites. Enfin bon. Voilà, je trouve que c'est simple. Moi, j'adore les solutions ultra simples et finalement des solutions qui rendent service aussi bien à l'industriel, au logisticien, à l'utilisateur de l'emballage et puis qui après finalement sont un déchet recyclable. Bah, en tout cas, super. Merci Alessandra. Merci Fabrice. Merci à toi. Et bonne chance à cet oreiller, cet oreiller up. Voilà, je ne sais pas comment on pourrait. Cet oreiller pour se lever, quoi. Oui, voilà, réveille-toi l'oreiller. Merci et puis à tout à l'heure pour un nouveau pitch. Merci.
Bonjour à toutes et à tous, toujours en direct du CEFIAS sur l'espace 3R Pack Solutions pour recycler, recyclable, pour réduction, CR, mais aussi pour réemploi. Et là, j'ai la joie d'accueillir un pionnier du réemploi, puisqu'il en fait depuis des années. Je vais accueillir Gérard Bellet de Jean Bouteille. Gérard arrive. Alors je dis pionnier parce que j'ai l'impression, moi ça fait, tu étais vraiment dans les premiers à faire du réemploi avec une bouteille qui est très connue et on iconique. A l'impression iconique. Ma grand-mère en avait déjà. Clairement. Et elle l'a réemployée. Explique-nous depuis quand tu fais du réemploi et pourquoi cette bouteille au départ. Bonjour Fabrice et merci à tous. Alors Jean Bouteille, ça a démarré, la première facturation c'était en mars 2014, donc il y a 9 ans. Pile poil. Et en effet, on a choisi au départ cette bouteille iconique avec le bouchon mécanique qui est la bouteille limonade parce que ce bouchon avait l'avantage de rester sur la bouteille et du coup on pouvait le réemployer très facilement. Les bouchons sont très souvent à usage unique, donc ça a été vraiment notre première bouteille qui nous a fait grandir. On en a installé dans beaucoup de foyers et on est très content pour ça. Elle existe aussi pour la bière, mais est-ce qu'elle était faite au départ, c'est une bouteille à usage unique? Parce que moi, je la connaissais sur des marques de limonade, mais on la mettait dans le bac de tri sélectif du verre. Ou est-ce qu'elle était développée spécifiquement, où elle avait les caractéristiques qu'il faisait? Certains moules certaines bouteilles, celle-là, elle est clairement faite pour les remplois, elle est assez lourde. Certaines 75 centilitres ont eu des éco-conceptions qui ont réduit son poids et qui fait qu'elle n'était plus adaptée au réemploi pour la limonade. Après, nous, on était quand même sur finalement des produits non moussants, qui n'avaient pas de pression, beaucoup d'huile, de vin. Parce qu'elle existe pour la bière aussi. Elle existe aussi pour la bière, oui. Elle a été faite aussi beaucoup pour la bière, mais elle a été vendue principalement pour mettre de l'huile, du vin, du vinaigre dedans. Du coup, il n'y avait pas de pression, donc l'épaisseur du verre était vraiment non problématique pour le réemployer. Son problème majeur est lié au surbouchon mécanique, c'est que c'est très fin. Ici, pour faire un nettoyage ménager, il faut un très bon goupillon qui aille bien loin. Elle est un peu compliquée à sécher. Néanmoins, elle est très pratique parce qu'elle ne fuit jamais. Mais alors, il faut qu'elle est fermée. Pour vous qui faites du réemploi, vous la nettoyez comment? Il n'y a pas une personne qui arrive avec un goupillon non? Comment On a un modèle fonctionne? un peu hybride. Nos clients, ils achètent la bouteille, ils la réutilisent autant de fois qu'ils veulent. Ah, c'est eux qui la nettoient. Et quand ils n'en veulent plus, ils peuvent la rendre. Et dans ces D'accord. cas-là, on l'a fait passer dans des processus industriels où là, il n'y a pas de problème. Ils savent très bien laver des bouteilles de ce type-là. Alors j'ai vu, et on le voit d'ailleurs sur mon livre, que tu présentes d'autres emballages. Il y a bien d'autres choses. Donc il y a quoi comme type de format et toujours en verre? On favorise énormément le verre. On avait un peu de plastique, mais on est en train de sortir petit à petit du plastique. Quel type de plastique vous aviez? On avait du PET ou du PE. Le PET a l'avantage de la transparence, mais il raye, il se déforme un petit peu. Dès qu'on met de l'eau chaude dedans, ça va pas très bien. Le PE n'a pas la même transparence, il est quand même plus solide. Mais on ne peut pas l'avoir en RPE parce que les filières n'existent pas vraiment de ce type-là. Du coup, on est obligé d'avoir du PE vierge dessus. Le gros problème du plastique dans le remploi, c'est son séchage. C'est un matériau poreux qui capte les odeurs et qui, du coup, également capte les micro-gouttelettes d'eau qui sont difficiles à faire partir, alors que le verre garde une inertie de chaleur qui fait que c'est beaucoup plus simple de le sécher. Dans le réemploi de l'huile, de lessive, c'est plus simple quand on sèche bien la bouteille. Alors, vous avez ces bouteilles, mais il n'y a pas... Parce que Jean Bouteille, on pourrait se dire ça ne fait que de la bouteille, mais Jean fait quoi d'autre comme type d'emballage? On fait également des pots qu'on sérigraphie pour des marques. Alors. Voilà, exactement. Et ensuite, on fait aussi des accessoires ou des équipements qui permettent aux consommateurs de bien remplir cette bouteille, d'avoir un bon usage de ce réemploi. Alors là, je vois, c'est un bocal fraîcheur standard, apparemment. Une bouteille 50 centilitres fraîcheur, voilà. pas de vis 48, en capsule. Et on a développé un accessoire qui permet d'avoir une bouteille parfaitement étanche et d'y visser n'importe quel accessoire standard de colle 24 mm. Donc il existe beaucoup d'accessoires pour colle 24, c'est un standard en bouteille plastique, ou bouteille verre. Et du coup, nous, on vient créer un adaptateur qui va du
Padvis 48. Donc c'est la pompe, je vois la pompe. Vous avez quoi comme autre possibilité de... Du coup, pompe, spray, bec verseur, tout ce qui vient se visser dessus, etc. Bec verseur peut-être plus compliqué. Il vient se poser pour du dedans. liquide. Pour de l'huile. Parce que le verre n'est pas squeezable. Donc non, mais pour de l'huile, le bec verseur va être utilisé. En effet, le verre n'est pas squeezable. C'est un des problèmes quand tu as du gel douche ou du savon de Marseille, etc. Mais ici, on a du coup une bouteille qui a un pas de vis beaucoup plus large. Du coup, il est plus simple à laver chez soi et en industrie, et il sèche aussi beaucoup plus facilement. Donc le consommateur trouve dans son magasin, peut acheter, non, elles sont... Il les achète ou en fait, on les vend avec une option de rachat. Avec une option de rachat. Ah, c'est du leasing. C'est une sorte de leasing, en effet, mais ça permet de rentrer dans des cycles de commerce aussi plus faciles. Oui, et puis il a ses accessoires. Alors là, il y a un truc, je sais pas, ça ressemble à une lampe torche. C'est quoi ce... C'est un accessoire de distribution pour vendre des produits visqueux avec un robinet de service qui est très facile à utiliser par une personne. Il est fixé à un bidon ou à une poche et on va pouvoir remplir de la lessive pour ou pour le vrac. Exactement. La lessive du ketchup ou des choses comme ça. Tout ce qui est, le ketchup est un peu trop pâteux, mais tout ce qui est visqueux, semi-visqueux, ça passe très bien. Et du coup, on a surtout un accessoire démontable. On pense toujours au réemploi, dans le sens où il faut que ça soit nettoyable. Mais ça veut dire que l'emballage doit être posé dans ce sens-là, non Ça va être branché à des bidons. Au contenant primaire pour remplir cette bouteille. Ah, les bidons de vrac, donc je comprends bien, de 5 litres, 10 litres, 8 litres, qui vont permettre de remplir... Donc en fait, vous embrassez toute la chaîne finalement du vrac. C'est exactement ça. En fait, le réemploi nécessite de bouger les choses sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et du coup, notre approche, c'est d'associer le vrac avec une bouteille réutilisable. Du coup, on doit améliorer le vrac, on doit améliorer l'usage de la bouteille. Maintenant, on utilise des bouteilles qui sont faites généralement pour l'usage unique. Ça nous impose quelques problématiques. C'est-à-dire que cette bouteille est finalement un peu trop fine. Et du coup, les industriels ont crainte à la réutiliser. On vient les rassurer, on vient leur montrer qu'on n'a pas des systèmes de lavage qui sont choquants ou des systèmes de remplissage choquants. Néanmoins, en effet, on est obligé d'utiliser les standards de marché. Aujourd'hui, ce qui s'imposait, c'est l'usage unique. Et dans le verre également, ce qui, en termes d'ACV, est compliqué. Et du coup, c'est là où la création de nouveaux emballages qui s'approchent des standards actuels, mais pour leur emploi, est très bénéfique pour nous. Donc c'est intéressant, effectivement, c'est que vous avez la solution industrielle, vous avez la solution pour le magasin, l'accessoire de distribution, et puis les différents accessoires pour le consommateur. Comment ça se développe? Ça se développe bien, ça reste encore dans des réseaux spécialisés, parce qu'on voit où vous sentez... On a clairement traversé une année 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie où tout s'est arrêté, les projets se sont arrêtés. Finalement, en fin d'année, ils se sont rendus compte que pas mal des grandes marques ont quand même gagné de l'argent, ont quand même avancé et du coup peuvent réenclencher des projets. Donc là, on est sur une année 2023 quand même beaucoup plus active. On est présent dans 35 pays à travers nos grandes marques qui sont l'Occitane, Mustela, Pierre Fabre, des choses comme ça. Et ça, à chaque fois, montre la possibilité d'aller sur ces territoires. Le concept store aujourd'hui est clairement un endroit très dynamique, à l'inverse du grand supermarché. Le grand supermarché a un problème avec le réemploi, c'est qu'il a toujours le jetable à côté, où il fait des promos, où le consommateur a l'habitude de comprendre le prix du jetable et il ne comprend pas de la même manière le prix du réemployable parce que son prix est peut-être mis de manière trop complexe. Et du coup, on doit encore travailler beaucoup là-dessus. Le concept store est... Est-ce qu'il y a besoin d'un accompagnement dans les magasins pour comprendre un peu tout ça ou ça... Il faut qu'on se passe d'accompagnement parce que le préemballé à usage unique se passe d'accompagnement. Oui. Et du coup, si on dit moi j'ai besoin de formation, j'ai besoin d'accompagnement, j'ai besoin de choses, ça ne fonctionnera pas. Le préemballé jetable est trop performant. Donc il faut qu'on arrive à rentrer dans ces codes où il n'y a pas besoin d'accompagnement, où les choses sont tellement logiques qu'en fait le consommateur comprend ce qu'on veut faire. Je te remercie Gérard. Je rappelle que toutes ces solutions sont présentées dans les livres de la révolution de l'emballage. J'attends donc deuxième période. Je pense que la troisième période, on aura des choses encore plus étonnant. On n'a pas parlé aussi peut-être de la standardisation. Il y a des demandes autour de cette... Clairement, on a besoin d'un standard. Le TO48, ici, il faut qu'on puisse l'avoir en réemploi. Alors, TO48, twist-off, c'est parce qu'en fait, c'est le diamètre de la capsule, parce que ces emballages sont capsulés avec des capsules qu'on appelle twist-off. Et
TO48, c'est le diamètre de cette capsule. Parce que donc avoir un TO48 voilà. exactement sur un multiformat qui en fasse vraiment quelque chose d'important. La standardisation nous permettra d'aller beaucoup plus vite avec des partenaires parce que plein de questions ne se poseront plus. Merci Gérard, on a été un petit peu plus long, mais en tout cas c'est tellement passionnant. À bientôt et bonne continuation à Jean Bouteille. Encore bonjour, voilà notre cinquième présentation, cinquième pitch de la matinée sur l'espace 3R Pack Solutions. Et là, 3R Pack Solutions, je le redis, pour recycler, recyclable, réduction, réemploi. Et là, je vais appeler donc Olivier Picourt de la société éponyme qui va nous parler d'emballage en papier, d'étiquettes en papier, puisque
je crois que l'entreprise Picourt vient de l'étiquette, mais qu'elle va se développer aussi sur autre chose. Et vous avez un fait d'hier qui a été quand même remarqué, qui est aussi présenté dans mon bouquin « La révolution de l'emballage, deuxième période », qui est cet emballage avec cette étiquette. Je précise tout de suite que vous n'avez pas produit l'emballage, vous avez produit l'étiquette, mais que vous développez aussi après vers l'emballage. Alors parlez-nous de votre travail et de cette étiquette peut-être dans un premier temps. Très bien, bonjour déjà. Oui, donc en fait, l'origine du groupe, c'est bien entendu l'étiquette adhésive. Donc aujourd'hui, depuis quelques temps, donc on travaille avec le groupe Lustucru qui nous a sollicité pour développer une nouvelle étiquette de fermeture pour leur paquet de pâtes, sachant que donc depuis quelques temps, ils ont développé un nouveau paquet de pâtes en papier. La problématique qui émergeait, c'était qu'en fait, aujourd'hui, les paquets de pâtes sont souvent en plastique et donc une étiquette de fermeture est souvent avec un adhésif qui est un adhésif permanent et qui permet donc de repositionner et de refermer le paquet de pâtes. Mais le décollement de l'étiquette de fermeture sur un emballage en plastique est très facile puisque la solidité du plastique fait qu'on peut très bien décoller et recoller. Alors que là, en papier, le fait d'utiliser le même type d'étiquette, tout simplement, venez déchirer le paquet en papier. Et puis il y a je dirais une grande cohérence d'avoir une étiquette en papier sur un emballage en papier. Je vois pas, parce que c'est un perturbateur de recyclage en moins. Tout à fait. Leur cahier des charges résidait bien entendu à ce qu'ils puissent proposer aux consommateurs un emballage qui soit 100% papier avec des matériaux qui soient certifiés PEFC, FSC, etc. Donc voilà. Donc elle marche comment cette étiquette? Parce que alors donc l'étiquette, elle est en fait elle est réalisée en deux épaisseurs. Une première épaisseur au-dessus qui est en fait composée d'un papier et d'un adhésif qui est lui permanent, qui va permettre de pouvoir se décoller et de se un adhésif enlevable, excusez-moi, qui va permettre de se recoller sur le papier un petit peu plus bas et de se décoller sans déchirer le papier. Elle est composée également d'une deuxième couche en dessous qui va permettre, elle, de fermer le papier. Donc elle est permanente, elle, pour le coup. Elle est permanente. Ouais, elle est scindée en plusieurs parties avec des découpes. Donc la base est scindée en plusieurs parties qui permet une bonne préhension de la partie pour décoller l'étiquette. Donc la partie permanente effectivement reste collée. Voilà. Et on décolle l'étiquette. On décolle l'étiquette. Et effectivement, il y a on a une autre découpe qui permet en fait d'ouvrir le paquet. Donc là, évidemment, elle n'a pas été bien collée, mais voilà, qui permet donc d'ouvrir le paquet. Et ensuite, donc, de refermer. Donc on referme et puis au fur et à mesure on enroule et ça, pour le coup, ça vient se refermer. Alors bas où on veut, donc, sur le papier, ça n'arrache pas le papier. Tout à fait. Et donc, fort de ça, vous m'avez dit quand je vous ai interviewé, bah oui, mais on avance et on avance sur autre chose et vous avancez sur l'emballage même en papier. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, bon, nous, on est fort d'un savoir-faire en flexo, où on imprime aujourd'hui en encre UV, mais également on a un grand savoir-faire en flexo encre à base acrylique, et donc ce qui nous permet de doser certains développements. Et donc on a développé depuis quelques mois un nouveau papier qui est enduit, et donc l'induction est faite chez nous sur nos machines. Il est enduit en fait d'une induction qui est à base aqueuse. Cette induction-là, elle est étanche et elle est également thermocellante. Donc à l'intérieur, oui, effectivement, à l'intérieur, on la sent, cette induction. Donc elle va permettre à la fois une barrière. Une barrière, tout à fait. Une barrière à l'eau. Alors aujourd'hui, on est encore en train de faire évoluer les dépôts de cette induction-là pour être vraiment barrière sur des qualités les plus liquides. Mais aujourd'hui, sur des qualités sèches, voire grasses, etc., on a des très bons résultats. Donc barrière, scellante. Et donc, vous me disiez que ce papier donc, est fait à base de
d'eucalyptus. Oui, alors ce qui fait qu'en fait l'emballage en lui-même il est complètement naturel et il est dit compostable, c'est-à-dire que le papier en lui-même c'est un papier qui est à base de fibres d'eucalyptus. L'avantage des fibres d'eucalyptus c'est qu'on a besoin d'environ 50% de moins d'eau pour produire le papier par rapport aux fibres de bois standard, pardon. Et également donc cette induction qui est à base aqueuse et donc sans pétrole du tout, il n'y a pas de PE, c'est vraiment une base aqueuse qui est séchée à l'air chaud sur nos machines et qui est elle aussi compostable. Alors je me dis quand même que la finalité d'un emballage en papier, c'est quand même avant tout, et notamment comme le vôtre, d'être au recyclage. Oui. Compostable pourquoi? Enfin, bien sûr, on n'a pas le droit de mettre biodégradable sur un emballage, mais quel intérêt? Pourquoi plus compostable ou recyclable? Je vais vous dire qui peut le plus, peut le moins concrètement, mais en fait l'intérêt de ces emballages-là, c'est déjà d'éviter d'avoir recours à aux matières fossiles tout simplement, et d'être uniquement sur des matières qui sont biosourcées, à base végétale et aqueuse. Donc l'origine du matériau. Vous me disiez aussi que vous faites de la flexion, mais vous faites aussi de l'impression numérique. Oui, alors là il est imprimé pour l'instant en impression numérique, mais on a également la possibilité d'imprimer en flexo, à l'eau ou UV, mais sur ce type d'emballage-là, on sera évidemment uniquement en encre à l'eau pour garantir vraiment un emballage qui est vraiment à 100% végétal. Et donc, demain, vous allez pouvoir offrir ces solutions sur la globalité Tout à fait. Alors par exemple, donc, sur ce paquet, aujourd'hui, on est en mesure de le faire à 100% sur nos machines, donc à la fois l'étiquette de fermeture, mais également le paquet de pâte en lui-même qui est lui à 100% base papier. Et que l'on peut faire également, et donc qui est thermoscellant, thermocellable, etc. Ben, voilà encore un bel exemple de ces substitutions et de ces mouvements qui fait que voilà, une entreprise comme la vôtre, en prenant les contraintes comme des opportunités, les contraintes environnementales comme des opportunités, arrive à se développer et arrive à proposer des solutions qui sont remarquables et qui font aussi partie de ces solutions. Il va falloir s'habituer à ce genre d'emballage parce qu'on les voit se développer. Écoutez, j'ai vu encore hier des nouveaux marchés aller vers ce type d'emballage. Oui, on a beaucoup de possibilités avec ce process. On a beaucoup de possibilités, que ce soit en paquet type Flopack ou également sur des produits type operculage ou autre, par exemple. Eh bien, Olivier, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne continuation, un bon salon. Et nous nous retrouvons en début d'après-midi à 14h pour enchaîner sur 5 nouvelles présentations. Et je rappelle que vous pouvez aussi bien contacter directement les personnes que vous avez eues ce matin. Et puis, on vous attend aussi sur notre espace. Venez nous voir. Nous sommes un petit peu excentrés à l'entrée du salon, mais venez nous voir. Nous vous attendons. Merci. Merci.